pendant, je pense, 30 ou 40 ans, le marketing pharma a été quand même relativement basique, que ce soit d'ailleurs en officine ou auprès des médecins, comme dans les produits éthiques dont s'occupe Jules. Euh, on faisait des jolis documents avec les contraintes qu'on a dit tout à l'heure, et ils étaient portés par des visiteurs médicaux ou des APM, les APM étant l'équivalent des visiteurs médicaux, mais pour aller voir des officinaux. Euh, donc ça, c'était le modèle, on va dire, depuis les années 70, depuis que la visite médicale existe. Qu'on a senti bouger dans, on va dire, à partir de 2010, 2015, avec le développement d'Internet. Euh, mais tous les labos se sont engouffrés dedans. J'étais en laboratoire, dans un grand labo où le digital faisait rêver, et au-delà de faire rêver, donner du budget. C'est-à-dire, on avait du budget dédié pour faire ces actions digitales. Et pour l'anecdote, j'ai participé au fait de monter un service dédié digital, je crois que c'était en 2010, justement, 2010. Et donc, on a été débaucher des gens qui venaient du digital, mais du vrai digital. C'est-à-dire, ils faisaient du digital chez Renault, ils faisaient du digital chez Dior. Et on s'est dit, tiens, on va les faire venir pour faire du digital dans la pharma. Je crois qu'un an après, sur la dizaine de personnes, il devait en rester un seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement de contraintes Devenu fou. que ils avaient tellement de bonnes idées qu'à chaque fois qu'ils arrivaient avec une idée, on disait, bah non, c'est super, mais on n'a pas le droit. Ah bah non, c'est super, mais là, les médecins ou les professionnels de santé, ils n'ont pas le temps, ils vont pas accrocher. Euh, et toujours avec la contrainte que vous a indiqué Jules, de interdiction de faire de la publicité grand public. C'est-à-dire que peut pas faire de communication. Alors, on peut faire de la communication parfois grand public dans la pharma, mais sur la pathologie, on va dire, ou en s'associant généralement à des associations de patients ou voire à des associations de médecins. C'est plus rare, mais voilà. Euh, donc c'est vrai que la pharma, on va dire entre 2010 et 2020, est restée un peu au milieu du gué de cette digitalisation. Euh, et, et par contre, il y avait toujours des tentatives, on va dire, plus ou moins réussies d'accélérer cette digitalisation. Euh, et il se trouve que le Covid a mis un grand pied dans la fourmilière et que on a gagné, on va dire, je pense, 10 ans en 6 mois, hein, parce que tout le monde était à la maison. Et là, je vais peut-être plus laisser la parole maintenant à Jules et à Lorraine qui vont, je pense, nous dire, enfin, nous expliquer les grandes évolutions qu'ils ont vues depuis 2 ans sur la digitalisation, pardon, du marketing au sens large, hein, comme vous l'avez compris, pharmaceutique, quoi. Euh, oui, avec plaisir, Vincent. Alors, Jules, c'est tu vrai que ces commences? 2 dernières années, il y a eu des vraies accélérations. Et j'aimerais revenir aussi sur, même il y a maintenant 4, 5 ans, même peut-être 6, 7 ans, il y a aussi le modèle pharmaceutique que tu évoquais, a aussi s'est repensé. Je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la valeur d'une entreprise du médicament aujourd'hui dans un système de santé, auprès des professionnels de santé, auprès des instances tutelle, de gouvernement, etc. Et je pense que là, il y a eu déjà une première réflexion de se dire, c'est quelle valeur on peut apporter autour des patients, dans la prise en charge des patients, dans la prise en charge pardon, des médecins, de leurs patients. Donc, du coup, je pense que l'industrie pharmaceutique a revu aussi ça en se disant, on peut avoir une action aussi finalement du diagnostic, dans aussi le service qu'on peut apporter aux professionnels de santé, pour aussi mieux prendre en charge les patients. Et je pense que ça a été aussi une première évolution qui nous a fait sortir du domaine uniquement de la promotion et de l'information du médicament à aussi quel service on peut délivrer, soit dans un centre hospitalier, soit auprès de médecins. Donc ça peut être des projets, des partenariats pour les aider aussi à mieux identifier les patients pour les diagnostiquer et améliorer finalement le système de santé. Donc ça, c'est un premier élément où le marketing est au cœur, en fin de compte, aussi de sources et de solutions qu'ils peuvent proposer. Donc ça, c'est une dimension que j'ai trouvée moi personnellement très intéressante quand j'étais au market. Comprendre ça, comprendre le parcours patient.
Ça aussi, c'est une vraie tendance actuellement aussi, c'est comment on fluidifie le parcours d'un patient atteint d'une pathologie X ou Y et l'aider finalement à être le plus vite pris en charge par la bonne personne et au bon moment. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on conduit et dans lequel on s'inscrit avec les professionnels de santé pour mieux comprendre ça et lever les freins par rapport à ça. Et puis, effectivement, il y a aussi le digital qui nous donne d'autres moyens, d'autres canaux d'information pour les médecins, que ça soit sur la pathologie ou sur le médicament que l'on va promouvoir. Et ça, cette révolution du digital a ouvert effectivement beaucoup de choses et surtout, comme tu l'évoquais, Vince, le Covid a forcé les médecins, si j'ose dire, à se mettre dans ce prisme-là de la réception finalement de nouveaux canaux d'information qui peuvent être, par exemple, si je prends un exemple très concret, c'est les congrès qu'on réalisait bien, soit à Paris, soit même parfois dans d'autres pays. Et bien aujourd'hui, les congrès, ils se font en visioconférence et donc voilà, les médecins s'informent différemment depuis chez eux, depuis leur cabinet. Et donc l'objectif, c'est aussi pour nous de s'adapter à ce nouveau modèle d'information et de prendre le digital comme étant un levier nouveau levier pour répondre finalement aux besoins d'information des professionnels de santé. Lorraine, je te laisse peut-être continuer sur la tendance du digital et toi, comment tu le vois? Je pourrais creuser encore tous les moyens justement qu'on utilise, mais peut-être que toi, tu as aussi une vision complémentaire aussi. Ben oui, enfin moi déjà je trouve. Alors attends, c'est moi qui. Non, il y a un petit écho, c'est bon? Là, c'est Je bon, trouve t'entends que bien. c'est vrai que ça a complètement révolutionné même notre manière de travailler, mais même nous, hein, sans même parler de nos relations avec les professionnels. Tu nous entends, Laurel? Elle a été déco. Ah, elle a été déconnectée. Ok. Jules, je te propose de meubler en faisant une carioca. Non, mais est-ce que tu peux revenir Non, mais, sur les réseaux sociaux ou un truc comme ça, comme on parlait tout à l'heure? Moi, ça m'intéresse la question de quoi on a les canaux de communication Ah. qu'on a pu ouvrir pendant le Covid ou on avait peut-être. Les réseaux sociaux sont des canaux plus sur des aspects institutionnels des entreprises du médicament ou autour des pathologies en fait de l'environnement, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, on va communiquer sur de l'environnement, donc autour d'une pathologie. Je prendrai l'exemple, je sais pas, ça peut être les dermatoïdes atopiques, ça peut être je sais pas moi, la sclérose en plaques, des domaines comme ça, et on va communiquer par les réseaux sociaux pour informer. Donc là, on aura le droit de communiquer auprès des patients, informer sur la maladie, informer les professionnels de santé sur les enjeux de la maladie. Donc les réseaux sociaux sont assez... voilà. Par contre, on ne pourra pas créer véritablement, alors il y a quelques réseaux sociaux qui le permettent sur certains produits, mais de manière très très drastique, interagir avec les patients. Il y a des chatbots maintenant qui sont proposés où il y a les réponses sont un petit peu stéréotypées et orientent la discussion, mais tout ça est très très réglementé et on ne peut pas se permettre d'ouvrir des grands forums de discussion, en tout cas avec des patients. Mais on utilise les réseaux sociaux et après on utilise aussi les emails, on utilise tous les canaux, hein, là comme on le fait en ce moment, la visioconférence pour interagir, les podcasts. Les portails d'information sur Internet, tout ça sont des canaux qu'on utilise pour informer et pour véhiculer finalement nos informations auprès des professionnels de santé. Et du coup, j'ai une question à la con. Excuse-moi, j'ai une question peut-être encore une fois débile, mais tout à l'heure, tu parlais des associations de patients, des choses comme ça, ou des gens, à part des gens à qui on peut. Voilà, on peut pas faire de com, mais est-ce que tu as des thématiques assez spécifiques ou des choses. C'est con, plus tard, je pense au Téléthon, par exemple. Le Téléthon, je me dis, il y a peut-être des médicaments, machin, sans faire de la pub en disant au Téléthon, le médicament, machin, il va vous sauver la vie, c'est fantastique. On n'a même pas le droit, entre guillemets, de donner quelques pitchs sur où on en est de certains médicaments, de l'avancée de la recherche ou des trucs comme ça, en tant qu'entreprise pharmaceutique, en disant, messieurs, dames, sans donner des faux espoirs ou de vendre du rêve, mais on avance sur certaines pistes, il y a des choses qui avancent, on a des, je sais pas, sans dire qu'il y a un médicament dans le pipeline, mais ça, c'est complètement interdit d'aller communiquer là-dessus. Ouais, non, on peut communiquer sur faciliter le dépistage ou informer sur, je sais pas, une incidence d'une maladie aujourd'hui en France qui nécessite d'être diagnostiquée, dans tout cas d'encourager les patients à aller consulter un médecin, mais on ne peut pas communiquer effectivement sur un pipeline.
de produits qui n'auraient pas d'AMM, puisque voilà, et ça, c'est pas possible. En revanche, on peut accompagner des professionnels de santé ou des associations de patients. Il peut y avoir des partenaires. Du coup, non, on peut être partenaire d'associations de patients, on peut co-construire des campagnes de communication, d'information sur une maladie avec des associations de patients et des réseaux de professionnels de santé, mais on ne peut pas effectivement informer les patients directement. Ok. Ça, c'est pas possible en France. Contrairement aux États-Unis, où pour le coup, la promotion du médicament est tout à fait possible directement, direct to the consumer, comme on dit, directement vers le consommateur. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si ça se fait pas en France du tout, mais j'étais étonné, moi, il y a quelques temps, de voir alors c'est de l'OTC, mais des pubs pour du paracétamol, justement, genre, juste avant le journal de 20h, si vous avez un peu mal au crâne, prenez un petit paracétamol, ça m'a même, moi, un peu choqué. Je me dis, quelle est la frontière? Parce que c'est un médoc, ok, il est en vente libre, mais, Alors ça, c'est effectivement, là tu es sur un autre domaine, c'est effectivement les médicaments OTC qui, eux, euh, ont une autre réglementation qui leur permet effectivement de communiquer, là pour le coup, directement auprès des patients et d'avoir, comme on voit, parfois des campagnes de publicité en fait. ouais. Et là, on est sur une autre frange de médicaments qui peuvent être d'ailleurs remis en officine, enfin par les pharmaciens en officine. Et donc là, on est sur un conseil avec le garde-fou qui est finalement le pharmacien. Ouais, c'est ça, parce que finalement, c'est un médoc, le para, qui peut être et sous prescription et en vente libre en même temps. Il a peut-être un statut un peu particulier, d'ailleurs, sans en disant que je me dis c'est Ouais, absolument. ok. Et donc, du coup, ces évolutions, donc, on parlait de digitalisation, qu'est-ce qu'on disait? On parlait aussi Oui, euh, toute la partie digitalisation qui révolutionne aussi, je pense, les métiers. Et Lorraine, je ne sais pas si tu peux du coup nous continuer de nous en elle est parler. revenue, on l'a Ouais, retrouvée. désolée, je vous ai lâché à un moment, j'ai perdu la connexion. Pas de Non, problème. bah, je pense que t'as déjà pas mal, enfin, t'as dit pas mal de choses, Jules. Moi, je trouve que ça a été une vraie révolution dans notre manière de travailler. Je sais pas où ça a coupé, mais je disais que même sans parler de nos relations avec les professionnels de santé, mais rien que nous, au niveau des interactions, le Teams, ça a quand même été une révolution. Moi, je sais qu'avant, on se déplaçait même entre les différents sites de mon groupe pour se faire des réunions. Là, maintenant, enfin, beaucoup de choses se passent par Teams. Les réunions avec des experts, on peut tout à fait les mettre en place par Teams. Et je pense que c'est pour eux, c'est beaucoup plus léger aussi, beaucoup plus facile de caser une réunion d'une heure dans un emploi du temps quand on enlève au moins une heure de transport dans les réunions. Donc je pense que ça facilite quand même certains échanges, mais on a besoin quand même de contact aussi. Donc ça peut pas tout remplacer. Il faut un juste équilibre entre les deux, entre du distanciel, des solutions à distance, et ça ne remplacera jamais le présentiel. Et on le voit bien, hein, les médecins aussi ont besoin d'aller en congrès physique, ont besoin de se rencontrer entre eux, de se voir. Enfin, c'est Prendre des apéros. indispensable. Comment? Prendre des apéros aussi, c'est quand même important. Hein. Évidemment. Voilà, minimum quand même. Non, mais c'est clair, ça Non, mais remplace pas c'est tout, quoi. voilà. C'est faut équilibrer le truc, effectivement. Et Mais ouais. il faut considérer effectivement que l'environnement aussi a changé hein, de la santé en France. Il y a de moins en moins de médecins, ils ont moins en moins de temps. Les conditions de pratique des médecins a changé également, une féminisation aussi de la profession, des évolutions aussi dans la culture, où les gens effectivement veulent avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle mieux équilibré peut-être que ce qui se faisait sur les anciennes générations de médecins. Donc tout ça fait aussi que notre manière de pouvoir interagir avec eux, de les informer, fait qu'on change aussi ces canaux-là et ces jeunes médecins, finalement, sont plus ouverts, comme tu l'évoquais, Lorraine, à utiliser d'autres canaux, d'autres moyens pour s'informer. Et là aussi, l'information étant maintenant démultipliée par plein de moyens possibles, il y a aussi de la désinformation. Et donc là aussi, on a aussi un rôle, nous, en tant qu'industriels du médicament, d'apporter une information fiable
Et c'est pour ça que je pense qu'on reste un canal prioritaire pour eux. Et là aussi, on essaye de les alerter sur la vigilance, sur toutes les informations qui peuvent circuler, parce que dans ce flux d'informations, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et tu Donc fais voilà, débunker aussi, quoi. T'es le fake newser aussi du market, quoi. ça peut arriver, ça peut arriver. Carrément. Non, mais alors, j'ai une question qui vient, elle est un peu dans le conducteur aussi, mais c'est un peu bête, mais l'image que vous avez de l'industrie pharma auprès des professionnels de santé, on pourrait se dire d'un œil extérieur, c'est Big Pharma, c'est des gens qui sont là pour absolument vendre leur soupe comme ils vendraient n'importe quoi. Moi, je l'avais déjà dit à Vince lors du premier live, je trouve ça ultra rassurant de vous entendre parler tous les trois là, sur le côté ultra éthique, encadré, etc. Et on voit que vous vendez pas des cacahuètes par tonne et par tonne, quoi. Mais est-ce que cette image de l'industrie pharma, elle est, vous avez réussi on va dire, à redorer le blason, mais à avoir une image positive, à bien faire comprendre que vous n'êtes pas juste là pour pomper du fric et puis pour vendre un Alors, truc à tout prix, quoi. je vais te répondre. Pour moi, malheureusement, auprès des professionnels de santé, elle s'est dégradée. Ah, Parce qu'en fait, dans les facs, on est les grands méchants pour les professeurs. Enfin, pour un certain nombre d'enseignements, et il y a quelques facs qui sont bien connus en France pour entre guillemets, casser du dos, du sucre sur le dos de l'industrie. Et je vais te citer un exemple. Jules, tu me diras, je me trompe, mais je crois ça fait 3 ans ou 4 ans, c'était juste avant le Covid. On n'a plus le droit de fournir un avantage aux internes. Alors, les avantages aux internes, c'était pas des chèques, hein, c'était juste le laboratoire qui venait, par exemple, faire une présentation de la dernière étude clinique sortie du laboratoire. Le laboratoire, entre guillemets, amenait un buffet encadré, hein, pas le buffet à 500 euros par personne, le buffet à 30 euros par personne. C'est interdit maintenant de fournir un quelconque avantage aux internes. D'autres avantages qu'on pouvait fournir aux internes, c'est certains chefs de service, il y avait des internes qui étaient plus brillants que d'autres, donc qui publiaient ou en tout cas faisaient des posters pour aller communiquer, alors surtout dans des congrès nationaux, hein, au niveau des internes. Et donc un industriel prenait en charge son inscription au congrès, son aller-retour en train, sa nuit d'hôtel, éventuellement ses repas. Aujourd'hui, c'est interdit. Et c'est interdit, sans rentrer dans les détails, notamment parce que un syndicat d'internes en médecine générale a poussé à l'Assemblée nationale pour que ce soit interdit. Voilà. Donc on se retrouve avec des internes aujourd'hui de spécialité qui ont besoin d'être très updatés en permanence, hein. Comme l'a dit Jules, on est sur des pathologies de plus en plus pointues, complexes, d'hyper spécialisation. Sur des congrès et il n'y a personne pour les financer puisque vous vous doutez bien que l'hôpital public aujourd'hui, comme on dit, n'a pas d'argent. Donc on ne peut plus les envoyer en congrès. Voilà. Donc malheureusement, j'ai plus l'impression, moi, que d'une manière générale, hein, l'image, elle continue à se dégrader. Et je pense que vous l'avez tous vécu un peu avec les vaccins contre le Covid, quoi. Le grand méchant de Pfizer qui s'enrichit ouais. fortement avec son vaccin, quoi. Voilà. Mais ce que tu dis, est-ce que c'est pas juste pour entre guillemets, laver plus blanc que blanc et être sûr qu'il y ait zéro corruption, même, on parlait tout à l'heure, tu peux même plus faire un stylo, mais est-ce que c'est dans ce but-là ou est-ce que c'est juste pour. Là, ça aseptisse complètement le débat, quoi. Il y a même plus de discussion, quoi, quelque part. Non, mais c'est comme dans toute chose, il doit y avoir une balance, si tu veux. Donc la corruption, pour moi, en France, elle n'existe pas pour deux raisons. Un, la culture française, on a quand même des lois depuis 1994 qui encadrent les avantages les avantages, ce que l'industrie peut payer ou pas à un médecin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les années 2000, tous les laboratoires internationaux sont dotés de cellules de compliance. On va dire c'est toutes les règles éthiques, toutes les règles éthiques qui doivent interagir entre l'industriel et les professionnels de santé, sous l'impulsion des Américains notamment, parce que en effet dans certains pays, alors je ne vais pas citer des pays, mais des pays, on va dire d'Afrique ou d'Asie mineure, pour pouvoir commercialiser ton médicament, tu donnais des petits bacs chiches au ministère de la Santé, ou voilà. Mhm. Euh,
je pense qu'en France, en plus, derrière ces lois dont je vous ai parlé, qui sont renforcées depuis, hein, il y a ce qu'on appelle la transparence. Donc, on est obligé de publier tous les semestres les avantages que l'on donne à un médecin. Ça va, dès que ça dépasse 10 euros. Donc, dès que ça dépasse 10 euros, donc tu payes des Il évite chouquettes quand même. à un médecin avec un café, tu vas le publier sur le site transparence.gouv.fr. Vous pouvez aller voir, hein, Intéressant et ça. taper le nom de Et t'as des votre médecin chouquettes et le. généraliste. N'importe quoi. Donc voilà. Donc je sais pas Jules quelle a été ta vision ou voilà ou Lorraine. Globalement, je pense que les médecins avec lesquels l'industrie interagit savent que sans l'industrie, surtout dans la médecine occidentale, là, je fais le pont un peu avec Lorraine, qui est quand même une médecine très curative, basée sur, euh, sur des médicaments qui vont venir guérir une maladie. Euh, Ils savent, les médecins avec qui on travaille à l'hôpital, que s'il n'y avait pas de laboratoire, il y aurait pas de thérapeutique. Donc continue à travailler avec eux. Mais quand on regarde dans les facs, on sait qu'il y a des facs qui sont et des services du coup qui sont très parfois anti-labo. Voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu déroutant parfois de voir des médecins qui reçoivent absolument plus les délégués médicaux et on sent qu'ils ont été vraiment éduqués à ça et que c'est un niet et que pour eux c'est voilà, ça rentre pas du tout dans leur pratique et on voit quand même un gap entre certaines générations, mais j'ai quand même en tout cas bon espoir et l'impression que c'est pas une généralité. Je ne sais pas si c'est une tendance qui va vraiment qui va s'inscrire. En tout cas, j'ai l'impression que tout ce qui a été mis en place ces dernières années, ça porte aussi ses fruits pour cleaner un peu l'image qu'on pouvait avoir d'une certaine industrie et que on travaille différemment, mais je sais pas si je pourrais dire que vraiment ça s'aggrave ou que ça empire. J'ai l'impression qu'il y a une certaine partie peut-être de la population médicale qui a été qui a cette opinion-là, mais c'est pas la majorité. Pour moi, j'ai pas l'impression, heureusement. Oui, non, mais je partage ce que vous avez dit. Euh, je pense que c'est à nous aussi d'être dans la valeur ajoutée, dans le lien, leur montrer que on a encore une fois un service à leur rendre. On est un acteur de santé comme eux ils le sont, à notre manière. Et je pense que c'est ça. Moi, j'ai quand même en tête, et c'est vrai, les jeunes arrivent parfois avec cette a priori, comme tu l'évoquais, Vincent. Je pense qu'ils ont été un peu conditionnés. Mais quand tu commences à discuter, que tu crées un lien avec eux, enfin justement en leur apportant de la visibilité sur ce qu'on fait, sur la manière dont on peut travailler avec eux, petit à petit, les choses peuvent se mettre en place. D'autres réfutent tout lien. Mm. Bon, ces personnes-là, tant pis, et c'est pas grave, on respecte toutes les opinions. Mais je pense que voilà, ça reste au fil de l'eau. Et je pense que les médecins qui ont une tendance à vouloir développer des choses, s'investir, ils voient très bien en quoi on peut être un acteur complémentaire et être utile aussi à leur démarche et à l'optimisation de la prise en charge de leurs patients. Donc voilà, mais c'est un combat sans fin, je pense, et c'est comme dans tous les lobbies et les idées reçues. Voilà. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, les lois anti-cadeaux, enfin, je veux dire, le temps où tu pouvais payer 2 semaines aux Bahamas avec madame, ça n'existe plus, ça. Donc, Ah non, mais c'est comme on disait terminé. tout à l'heure, les chouquettes et le café, Mais enfin, tu peux pas appeler ça de la corruption ça fait active, du 40 ans que ça lobbying. existe. Ça fait 40 ans que ça n'existe plus. Ouais, ouais, donc Juste c'est l'anecdote, en fait, la loi des MOS, elle date de 94. La loi des MOS, c'est ce qui encadre les avantages que l'industrie fournit aux professionnels de santé. Elle a été créée parce que un labo avait emmené un charter de médecins avec femmes et enfants en Chine pendant je sais plus, une semaine, je crois, au début des années 90. Donc voilà, il n'y avait pas de loi à l'époque. Rien n'interdisait, à part la morale. ouais, c'est ça. Depuis, les choses, elles sont encore une fois très bordées, très cadrées. Tant mieux. Peut-être trop d'ailleurs. Pour introduire un de vos futurs sujets, peut-être trop, puisque à la HAS, vous savez,
après l'évaluation, après la MM, il y a ce qu'on appelle la HAS, l'autorité de santé, qui donne en fait, on va dire, une note pour faire simple, rapide aux médicaments. Et cette note, elle est donnée par des experts, soi-disant. Sauf qu'aujourd'hui, la HAS demande des experts sans lien d'intérêt. Je ne parle pas de conflit, je parle de lien d'intérêt. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont juger des médicaments dans des pathologies, comme l'a dit Julien, hyper complexes, hyper pointues, où il y a peut-être 100, 200, 300, 1000 patients en France. Parce que le mec, il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 35 ans, il a fait 6 mois d'internat en hémato, par exemple. Donc peut-être parfois aussi, on va trop loin, en demandant zéro lien d'intérêt. Et on confond un peu trop souvent lien et conflit d'intérêt. Ouais, parce que je dis, à vouloir laver trop plus blanc que blanc, bah, on peut faire des erreurs et faire des, carrément, des distances qui ne peuvent pas exister, quoi. Un peu idiot, quoi. Ah, mais c'est comme si vous étiez audité, j'en sais rien, vous aviez un audit par une agence avec des mecs, alors je connais mal le mot métier, même si j'ai appris depuis ces dernières années. Euh, euh, Vous étiez audité par un mec qui connaissait pas la qualité, qui connaissait que la prod. Voilà. Mhm. Alors, c'est marrant parce que du coup, si tu fais le parallèle, c'est assez rigolo. Il y a quand même pas mal de gens qui ont bossé dans l'industrie pharma et qui se retrouvent inspecteurs à la NSM. Alors, il y a des règles aussi, hein. T'es pas censé venir inspecter le site de prod sur lequel tu as bossé quand tu deviens inspecteur à la NSM. Mais je veux dire, les parcours inspecteur industrie pharma, il y en a quelques-uns, même des connus, quoi. Et donc, et ça, enfin, je vais pas dire que ça pose de problème à personne, mais c'est juste de la logique, en fait. Bon, si tu as bossé 10 ans sur un site et que tu deviens inspecteur, tu vas pas aller cartonner 6 mois après le site que tu Non, connais par on est cœur. d'accord. Mais c'est plutôt du bon sens paysan qu'autre chose. C'est pas, ouais, c'est assez étonnant en fait. J'ai l'impression que dans le market, effectivement, il y a le côté, la promo du médicament, le côté, c'est tellement un produit sacré, on l'a complètement sanctuarisé le truc que c'est devenu too much quoi. Enfin voilà. Après, peut-être que le côté générationnel, il va y jouer aussi, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que le fait que les jeunes médecins soient un peu plus peut-être OK là-dessus, que les plus jeunes parlent à des plus jeunes, en n'ayant pas connu le charter de médecins et le fameux le horrible Big Pharma avec des dents du diable, là, ça va peut-être faire évoluer le truc, quoi. Non, mais ce qui est compliqué, si tu veux, c'est que comme dans toute profession, alors que ce soit dans la pharma ou dans les médecins, c'est pas des anges, il y a des moutons noirs. Non, bien sûr. Donc, et le problème, c'est qu'on met en avant que ces gens-là. Et c'est un cas par an ou j'en sais rien. Je ne saurais même pas te donner une fréquence, mais c'est très rare. Mais dans la presse, on va te ressortir uniquement euh, les choses négatives pour faire du sensationnel. Et quand la transparence est sortie, je crois que donc c'était tous les 6 mois, je crois que c'était 2 ans après, il y a je sais pas quel journal qui a fait une analyse en disant ah bah oui, regardez, il y a tel médecin, il a touché énormément d'argent, donc c'était oui, beaucoup d'argent. Sauf que c'était pas des médicaments éthiques, c'était de Galderma, des pommades en pharmacie Ouais, qu'on pouvait acheter. Donc si tu veux, il y a un moment où voilà, je confonds tout, là. voilà, il y a des biais qui sont introduits aussi. Ça arrange, voilà, sans faire de politique, ça arrange certaines personnes. Que l'industrie du médicament soit parfois un peu malmenée. Mhm.